Anne Goscinny a 9 ans quand son père, René Goscinny, disparaît. Pas simple de grandir face à une telle absence, encore plus quand votre propre père est tellement connu et reconnu. Anne Goscinny fera son propre chemin tout en faisant perdurer la destinée des personnages de bande dessinée imaginés par son père, d'Astérix à Lucky Luke, en passant par le petit Nicolas ou Is No Good. Du scénariste de génie qu'il était, Anne Goscinny a hérité le goût de l'écrit, de la syntaxe, de la pertinence des dialogues, de la construction d'une intrigue, d'un développement et d'une chute. L'écriture, entamée très jeune, a toujours été pour elle une évidence, une façon peut-être de prolonger le lien avec ce père disparu trop tôt. Et quand un éditeur décèle le potentiel de la jeune femme, elle-même doute encore de sa légitimité à publier. En 2002 paraît néanmoins le Bureau des Solitudes, auquel viendront s'ajouter d'autres titres qui feront d'Anne Goscinny une autrice à son tour connue et reconnue. Le bruit des clés, Romance ou Le Père éternel ont permis à Anne Goscinny d'attirer à elle un lectorat sensible à la qualité de son écriture, à la fois littéraire, pudique, touchante, et à ses histoires personnelles dans lesquelles on reconnaît la romancière, même si elle s'abrite toujours derrière la plume romanesque, permettant au lecteur de s'identifier aux sujets abordés. Avec 1000 façons d'aimer, son nouveau titre, Anne Goscinny nous ramène en 1994, il y a 30 ans, ce jour où la narratrice, Jeanne, marche dans Paris, rejoignant le cimetière où son ami Raphaël doit être enterré, lui qui vient de mourir à 25 ans, fauché par le sida. Alternant le passé et le présent, Jeanne raconte cette amitié exclusive, fait parler les souvenirs, les bons comme les mauvais. Par petites touches, sensibles, attachantes, le récit fait renaître ce garçon à qui Jeanne était accrochée comme à une bouée, elle qui venait de perdre sa mère 2 mois plus tôt. Porté par une douce mélancolie, le roman d'Anne Goscinny, sans doute le plus personnel qu'elle ait écrit, n'est pourtant pas triste. Certes, certains passages sont déchirants, certes, la mort d'un jeune homme de 25 ans n'a rien de normal. Et pourtant se dégage de cette histoire beaucoup de douceur, de tendresse, de lumière. 30 ans plus tard, tout en convoquant ses chers disparus, Jeanne, Anne, a fait la paix avec la souffrance, avec le deuil et a construit sa vie. Comme si, finalement, Raphaël ne l'avait jamais quittée. Déclaration d'amour à l'amitié, le livre d'Anne Goscinny est une petite pépite que je vous recommande absolument. Ça s'appelle 1000 façons d'aimer et le livre d'Anne Goscinny est publié aux éditions Grasset. Bonjour Anne Goscinny. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de ce très beau livre et ce très joli titre, 1000 façons d'aimer. C'est votre actualité chez Grasset. On commence à bien vous connaître en librairie. Vous êtes à votre 8e, 9e titre publié. Il y a aussi la littérature jeunesse. On fera une petite parenthèse là-dessus. Et puis forcément, lorsque l'on prononce votre nom de famille, Goscinny, arrivent comme ça des vignettes de BD, le petit Nicolas, Astérix, entre autres. C'est un nom qui a été parfois lourd à porter, même si aujourd'hui vous êtes peut-être plus sereine avec ça, mais est-ce que parfois ça a été un nom lourd à porter? Non, ce qui est lourd dans ce nom-là, c'est juste que mon père soit mort quand j'avais 9 ans. Il avait 51 ans. C'est la seule chose qui soit très difficile dans mon histoire. Moi, j'étais fille unique de cet homme qui m'a eu assez tard, puisqu'il avait 42 ans quand je suis née. Et un matin de novembre 77, il est parti faire un test d'effort chez son cardiologue. Il m'a dit « à tout à l'heure mon petit chat » et il n'est pas rentré. Ma mère avait 35 ans tout juste. Elle était elle-même très malade puisqu'elle avait un cancer, dont elle est morte quelques années après. Et mes 2 parents sont morts à 51 ans, me laissant orpheline trop vite. On est toujours orphelin trop vite, mais enfin, là, c'était vraiment très rapide. Et voilà, mais ce nom, il est très exigeant, ce nom, puisque il implique déjà, non pas un droit moral, j'aime pas ce mot, mais un devoir moral. J'ai pas le droit de veiller sur les personnages, j'ai le devoir de veiller sur ces personnages. Donc il implique une espèce de métier, appelons-le comme ça, qui est de tout lire, relire, valider, amender, réécrire éventuellement. Donc ça implique ce travail-là. Et puis ça implique aussi, pour moi, quand j'écris, une exigence colossale, puisque
j'ai toujours l'image de mon père sur mon épaule en train, non pas de me juger parce que ce serait un peu malveillant, mais en train de me stimuler. Avez-vous vous-même été tenté, puisqu'aujourd'hui c'est en littérature que l'on vous connaît, avez-vous été vous-même tenté par la bande dessinée? Avez-vous peut-être collaboré à certains projets ou au contraire, est-ce quelque chose que vous avez préféré laisser un peu plus loin de Non, vous? non, j'ai très sagement laissé la bande dessinée très loin de moi parce que j'estime que mon père était un genre de Mozart dans son domaine. Et quand on est la fille de Mozart, on ne se lance pas dans l'opéra, mais on écrit plutôt des tangos. C'est une jolie définition. Mais alors justement, vous le dites, la bande dessinée, vous l'avez un peu laissée éloignée de vous, mais néanmoins, le livre faisait partie de votre ADN. Il y avait ce besoin de l'écriture. En réalité, c'est le mot besoin est presque un peu faible. C'est plutôt une nécessité. C'est-à-dire que pour être très concrète, quand mon père est mort, quand j'avais 9 ans, j'ai assez vite découvert Astérix après sa mort, quand je devais avoir une dizaine d'années. Et j'ai compris que pour entendre la voix de mon père, il fallait désormais que je tourne les pages d'un livre. Et que mon père ne me parlerait plus qu'en bulles, enfermé dans des cases. Alors, dans ma mythologie enfantine, je me suis dit, mais peut-être que lui aussi, désormais, pour entendre ma voix, il faudrait qu'il me lise. Et donc, j'ai commencé à écrire à 10-11 ans des poèmes, des chansons, des nouvelles. Et voilà, dès que j'ai été un peu plus sûre de moi, et encore, je ne le suis pas du tout, j'ai écrit un premier texte que j'ai soumis à Grasset. On doit être en 2002 à peu près. Le Bureau des Solitudes. Et Jean-Claude Fasquelle lui-même m'a appelé en me disant écoute, c'est vraiment bien, il faudrait que tu sois publié. Je ne pouvais pas imaginer être publié chez Grasset pour un premier roman. Et je suis très consciente que mon nom m'a évidemment aidé à être publié pour ce premier roman. Mais si je vous entends, pour revenir même à les textes que vous avez écrits avant même qu'ils ne soient publiés, donc c'est-à-dire avant le premier roman, cette écriture, c'était une façon d'être aussi en lien avec votre père, si je vous entends? Et c'est encore le cas aujourd'hui dans ce que C'est vous écrivez? probablement encore le cas, puisqu'on écrit tous, enfin, il faudrait demander aux copains écrivains, mais moi, en tout cas, j'écris toujours pour un lecteur imaginaire. Imaginaire, mais réel. Imaginaire, mais concret. Je me représente toujours quelqu'un qui va lire ce livre. Et c'est en général toujours la même personne. Et c'est souvent une des figures que je prête à mon père. Donc oui, c'est ma façon d'être à lui. Lorsqu'on connaît Ça ferait sourire les psys. Bah, écoutez, vous y êtes presque. Lorsque vous vous lancez aussi, Anne Goscinny, dans la littérature jeunesse avec le monde de Lucrèce, il y a aussi cette petite musique d'aider à apprendre, de transmettre. Vous nous parlez de cet attachement à votre père, de cet enfant qui a perdu assez tôt ses deux parents. Pourquoi cette envie d'écrire pour la jeunesse? En fait, cette envie-là, elle est née d'une amitié. Avec la dessinatrice Catel, on a travaillé ensemble pour le roman des Goscinny qui est paru chez Grasset, qui est une biographie graphique de mon père, un livre magnifique. Et on a passé beaucoup de temps ensemble, en vacances, à discuter. Je lui ai ouvert mes archives et tout. Puis un jour, elle m'a dit, mais écoute, t'es beaucoup plus drôle que tes livres. Pourquoi on ferait pas un truc ensemble toutes les deux, mais un truc drôle? Je lui ai dit, bah non, non, moi je vais pas aller vers la jeunesse. C'est là où mon père a excellé, je me compare pas, quoi. Enfin, et puis finalement, j'ai osé. J'ai écrit 3 histoires que je lui ai envoyées, qu'elle a illustrées. On les a faites maqueter et on les a envoyées à Gallimard Jeunesse, qui nous a demandé tout de suite 3 volumes. Donc il y a cru. Et moi, j'ai pris un plaisir croissant à écrire les aventures de cette petite fille qui a 11 ans, 12 ans, qui rentre au collège et qui a cet âge merveilleux à observer pour un écrivain, qui est le début de l'adolescence, où les enfants ont envie d'être plus vieux qu'ils ne sont, mais très vite ont la capacité de se rapatrier sur le sable chaud de l'enfance après avoir tenté la mer glacée de l'adolescence. Ça a été une découverte de moi-même. En fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant ce début d'adolescence, j'ai réparé mon adolescence à moi qui n'a pas vraiment eu lieu. Aujourd'hui, alors le monde de Lucrèce, de Gallimard Jeunesse, c'est une chose, mais il y a aussi toute cette littérature dans laquelle vous évoluez au fil des ans avec ces différents titres. Lorsque vous entamez l'écriture d'un nouveau livre, dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans une angoisse absolue,
tant que j'ai pas trouvé la structure. Moi, je suis très à cheval sur les structures. C'est-à-dire, ça, c'est peut-être un héritage inconscient de la bande dessinée. Moi, j'ai besoin de dessiner les cases et de faire un découpage quasiment, et après de les remplir les cases. Tant que j'ai pas la structure, j'estime que j'ai pas le sujet. Eu égard aux thématiques que vous abordez dans vos romans et que vous avez évoqués, l'écriture d'un livre est-elle pour vous un moment d'apaisement, de sérénité, ou au contraire, puisque parfois vous convoquez aussi les absents, les chers absents, l'écriture est-elle parfois un peu douloureuse? L'écriture d'un livre, quand les moments où j'écris sont les moments où je suis le plus heureuse. Ce sont des moments de joie intense. Quand par hasard je trouve un mot, une formule, ou quand je trouve tout simplement les mots qui correspondent à mon idée de façon très précise et juste, ça me met dans des états proches de l'euphorie, mais tout confondu. Eh bien, merci de nous faire partager ces beaux moments de votre vie. Votre actualité, Anne Goscinny, vous publiez chez Grasset ce nouveau titre, 1000 façons d'aimer. Dans ce nouveau titre, Anne Goscinny, 1000 façons d'aimer, ce titre que vous publiez chez Grasset, nous allons retrouver Jeanne, une certaine Jeanne. Oh Jeanne, on l'avait croisée dans certains de vos précédents titres, et Jeanne, elle vous ressemble furieusement. C'est un récit, Jeanne va nous raconter cette amitié tellement folle avec un garçon, Raphaël, et elle va surtout remonter dans ses souvenirs, 30 ans auparavant, une déambulation dans Paris et dans sa vie, pour faire revivre ce fameux Raphaël. Pourquoi avoir eu envie de nous raconter ce pan de votre existence, puisque, on le sait, Jeanne, c'est vous? Cette histoire est une histoire vécue. Alors, il y a écrit roman et pas récit parce que, encore une fois, étant une grande obsessionnelle de la structure, je trouve que ce qui peut différencier un récit purement autobiographique d'un roman, c'est la structure, c'est la mise en scène. Il y a un très gros travail sur le temps dans ce livre. C'est-à-dire qu'on est 30 ans plus tard, mais elle convoque des souvenirs d'il y a 40 ans. Donc, il faut jongler avec le temps et il ne faut pas se perdre. Et je dois dire qu'il m'est arrivé, moi, de me perdre en écrivant. Mais j'ai mis 30 ans à arriver à écrire cette histoire. Voilà, un mot par dizaine. Raphaël est mort. C'était mon meilleur ami. C'était mon âme sœur. On aurait dû vieillir ensemble comme deux compagnons. Et il est mort à 25 ans. On avait tout juste 25 ans. Jeanne et Raphaël, c'est une histoire d'amitié fusionnelle. Ce qui est important de préciser, c'est qu'en parallèle de la disparition de Raphaël, Jeanne vit aussi un autre deuil, puisque sa mère meurt quasiment dans la même période. Oui, sa mère, la mienne, est morte 2 mois et 1 jour avant Raphaël. Et la mort de ma mère, c'était une mort à laquelle je m'attendais depuis 17 ans. Elle était en sursis, rémission, puis à nouveau le cancer revenait. Enfin, c'était prévisible. La mort de Raphaël, ce sida qui s'invite, il n'y a pas encore tout à fait la trithérapie. En tout cas, c'est pas accessible par tous. Ça a été un choc atroce, affreux. Encore une fois, je m'étais préparée à cette vie d'adulte orpheline, sans ma mère. Je ne m'étais pas préparée à cette vie d'adulte privée de celui qui m'était indispensable. C'était mon pilier, j'étais le sien d'ailleurs. C'était mon âme sœur, on faisait tout ensemble, sauf l'amour. On était indispensables l'un à l'autre. Et en 2 mois, mes deux piliers se sont évanouis. Après, il faut vivre. Un vide abyssal, et après, il faut tout reconstruire. Oui. Et d'ailleurs, à la fin du livre, je dis cette phrase, je vais vivre, vivre et vivre. Et c'est ce que j'ai fait.
Vous avez parlé de la déambulation particulière de cette journée où vous allez de chez vous au cimetière pour assister à l'enterrement de Raphaël. Et puis déambulation aussi dans le temps, entre aujourd'hui, il y a 30 ans, et les souvenirs d'enfance aussi qui reviennent. Et puis déambulation dans la société qui évolue. Vous évoquez le sida et ses ravages au milieu des années 90. Mais c'est vrai qu'on est au cœur de ces années-là et vous les retranscrivez parfaitement. C'est quoi être une jeune femme de 25 ans dans cette France des années 90? Une jeune femme de 25 ans, absolument seule, puisque mes deux parents étaient enfants uniques. J'avais plus de grands-parents, j'avais plus de parents, j'avais pas encore d'enfants, j'avais pas encore de mari, de fiancé. Enfin, voilà. Donc c'était vraiment une solitude. Je peux dire, j'aurais éprouvé la solitude la plus extrême. Et finalement, je pense que loin de m'endurcir, parfois on dit ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Moi, je pense l'inverse. Je pense que ce qui vous tue pas vous fragilise. J'ai eu l'impression souvent d'être comme un vase qu'on a jeté par terre, qu'on a rafistolé, qui peut encore contenir des fleurs et même de l'eau, sans la laisser passer. Mais il faudrait pas que le vase tombe une fois de trop, parce que là, il serait plus rafistolable. Donc, moi, je crois que oui, ce qui ne vous tue pas vous fragilise. Le livre est court, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Alors, vous en dites des choses. Alors, le livre est court, et c'est pas parce que j'avais plus rien à dire, vous imaginez bien. J'ai voulu que les gens, que les lecteurs referment ce livre en se disant « il lui manque 50 pages ». De même qu'il a manqué 50 ans à Raphaël. J'ai voulu que cette frustration de se dire « mais on en aurait voulu peut-être plus de souvenirs, plus de réflexions », ça corresponde à l'horreur d'une disparition si brutale. Il n'a vécu que 25 ans. Le livre ne fait que 160 pages. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais j'ai envie de le dire, effectivement, il y a des passages qui sont d'une fulgurance douloureuse, il y a des passages qui sont très, très émouvants, et en même temps, il n'y a pas de pathos, parce que le livre est très solaire, très lumineux, parce que c'est surtout l'histoire d'un amour, c'est l'histoire d'une amitié, c'est l'histoire aussi d'une jeune femme qui se dit « bon ben voilà, ça a été un moment de ma vie, mais j'ai quand même réussi à reconstruire ma vie malgré tout ». Donc je pense que c'est important de le souligner, que ce livre n'est pas triste. Ça me fait très plaisir que vous disiez ça, parce que quand on me demande dans un salon du livre ou dans une émission de radio, par exemple, on me dit « mais finalement, c'est très triste, votre histoire. Il est mort à 25 ans, votre mère est morte à 50 ans. Elle est triste, votre vie. » Mais je crois que si cette histoire-là n'est pas gaie, la façon de la raconter, avec cette espèce de hauteur, de distance qui est la mienne en permanence, en fait effectivement un livre qui n'est pas sombre. Il est triste peut-être, mais il n'est jamais sombre. C'est un livre plein de vie, je trouve. C'était une évidence dans votre parcours d'autrice. Vous saviez qu'un jour, Raphaël allait être le sujet d'un livre, ou finalement le sujet vient-il comme ça un peu par hasard? Non, le sujet est tellement douloureux que je ne pouvais même pas imaginer un jour arriver à le mettre en mots. Et puis un matin, je me suis réveillée en me disant, je crois que le temps est venu maintenant de coucher Raphaël sous la belle couverture jaune de Grasset. Je crois qu'il le mérite. Et notre amitié le mérite. Alors voilà, ce livre, il aura sa vie. Ce sera certainement jamais un best-seller, évidemment. C'est un livre parfois difficile, exigeant, mais voilà, il existe. Au-delà de cette histoire très personnelle que vous nous confiez, c'est aussi un très bon roman sur l'amitié avec un A majuscule, parce que Oui. même si tout à chacun n'a pas forcément vécu une situation aussi dramatique, forcément on se laisse emporter par nos propres histoires d'amitié. Mais je trouve que l'amitié en littérature est un peu le parent pauvre quand on le compare à l'amour. Et j'avais très envie d'offrir à l'amitié une espèce d'ode ou de poème ou de chanson, comme on disait au Moyen-Âge. C'était une évidence. Je crois qu'on n'a peut-être pas tous vécu une très grande histoire d'amour, mais on a tous, même si on était très petits quand c'est arrivé, vécu une amitié passionnelle, une amitié particulière.
Je crois que c'est, voilà, enfin, dans mon parcours à moi, l'amitié est capitale. Sans mes amis, je suis rien. Même si j'ai un grand amour et des enfants. Mais voilà, j'avais envie de rendre hommage à l'amitié. J'avais envie d'écrire une déclaration d'amour à l'amitié. Vous aussi, laissez-vous prendre par la main pour cette balade d'amitié entre Raphaël et Jeanne. Laissez-vous porter par cette écriture pleine de subtilité, de sensibilité. C'est un livre magnifique. Merci Anne Goscinny d'être Merci Philippe. parlé de 1000 façons d'aimer votre actualité chez Grasset. À bientôt.